Donc, je souhaite la bienvenue aux participants et au public de cette quatrième session de l'ANR Collabora, du colloque de l'ANR Collabora. Et le thème de cette session sont les acteurs de la contribution. Nous avons 4 orateurs, donc il va falloir vraiment être rigoureux sur le temps. Dominique Petit du laboratoire CETI de l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Eva Sandri du LERAS, c'est-à-dire l'Université Paul Valéry de Montpellier. Aude Sivigny de la mairie de Tours et Virginie Tostin du musée du compagnonnage et Pascal Simoin de l'Institut Numédiar de l'Université de Mons. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Dominique Petit. Chacun des intervenants présentera son titre d'intervention. Vous avez 15 minutes. Je vous remercie. Dominique. Merci. Donc, moi, j'avais préparé une vidéo que je vais lancer parce que j'avais peur d'avoir des problèmes de connexion et je reprendrai très rapidement la parole après. Donc là, à nouveau, pour le partage d'écran, Lucas. Est-ce que... Alors là, je... Vous pouvez partager, non, oui. Oui. D'accord, voilà, c'est ça. OK. Le partage marche bien, là? C'est parfait. Toutes et à tous. Je voudrais envisager la fabrique de la participation culturelle aujourd'hui dans une perspective historique en montrant l'apport des amateurs et des collectionneurs du XIXe siècle. Les collectionneurs au XIXe siècle sont souvent critiqués comme trop focalisés sur la collecte et la possession matérielle d'objets. Mais ils ont pourtant joué un rôle central dans la promotion de nouveaux patrimoines, comme je le rappellerai d'abord. Par ailleurs, les collectionneurs développent des compétences spécifiques, liées non seulement à l'approche érudite, mais aussi à l'expérience pratique et à l'approche sensible. Les collectionneurs illustrent ainsi un nouveau rapport au savoir, comme nous le verrons ensuite. Enfin, les collectionneurs au XIXe siècle donnent l'exemple de nouveaux modes de partage qui passent par la conversation amicale et l'échange, dont les institutions muséales s'inspirent aujourd'hui par le biais des réseaux sociaux. À l'instar du cousin Pons, héros de Balzac, les collectionneurs au XIXe siècle sont, comme le dit Jacques Tuillier, des gens simples, ou du moins sans grande fortune, qui réussissent, à force de persévérance, à amasser et préserver de surprenants trésors. Ils vont valoriser des objets qui entrent ensuite au musée, comme Alexandre du Sommerard, modèle du cousin Pons, à l'origine du musée de Cluny. Mais ils vont aussi valoriser toutes sortes d'objets. Pierre Larousse, dans son dictionnaire, énumère ainsi des papiers timbrés, des papiers peints, des affiches, des complaintes, des menus de dîner, de cartes de visite, des tabatières, etc. On peut se demander si ce n'est pas le même type de valorisation qui s'opère aujourd'hui lorsque la Bibliothèque nationale de France et les Archives nationales proposent de collecter auprès des particuliers toutes sortes d'archives privées et de documents en lien avec le centenaire de la Première Guerre mondiale, mais aussi avec l'histoire des femmes ou les relations entre l'Afrique et la France. La plateforme Europeana, qui réunit plusieurs bibliothèques nationales européennes, encourage de même la participation du grand public. C'est l'idée que le patrimoine de chacun, numérisé et partagé en ligne, contribue à l'édification d'une mémoire et d'une histoire commune. Les collectionneurs contribuent ainsi aux reconfigurations des savoirs. Michel de Certeau a analysé les savoir-faire pratiques du quotidien dans son ouvrage L'invention du quotidien. Dans ce qu'il dit de la ruse, une forme d'intelligence toujours immergée dans la pratique, je le cite, et de l'attention au moment opportun, on reconnaît en fait l'art de la trouvaille du collectionneur, du chineur, depuis le XIXe siècle. Le plasticien et scénographe urbain Philippe Mouillon a organisé en 2013 à Marseille puis à Grenoble une collection de collections. Des particuliers ont accepté que soient exposées ensemble leurs collections de deux roues, de figurines, d'affichettes, etc. Et Philippe Mouillon évoque, dans la revue locale Contemporain qui a rendu compte de son projet,
je le cite, « Le savoir de plus en plus raffiné au fil de l'accumulation de ces séries d'objets, une fidélité accumulative qui impose donc à chaque collectionneur de penser pour classer, hiérarchiser, échanger. » Un véritable savoir émerge donc de ces pratiques de la collection, même appliquées à des objets modestes, et Philippe Mouillon évoque encore, je le cite, « ces bricolages impalpables, précieux, car la reconnaissance rationnelle masque de nombreux savoirs qui ne se mettent pas en mots. » Cette initiative a préludé à plusieurs autres collectes dans la programmation Paysage de la structure artistique laboratoire sous l'égide de Philippe Mouillon. Programmation qui s'est déroulée entre 2016 et 2020 à Grenoble et en Isère. Il s'agissait de réunir des mots, des photos, des échos sonores et pour les internautes, de tresser ensemble des expériences paysagères à partir donc des collectes de chacun. Sur la plateforme collaborative Paysage in situ, il s'agissait notamment pour l'internaute, à partir des tableaux de paysages des musées isérois, de retrouver et d'indiquer les coordonnées GPS du lieu évoqué par la peinture ancienne et d'en proposer une nouvelle représentation. Et c'est l'expérience pratique, sensible de l'internaute retourné sur les lieux qui est venue enrichir les connaissances des institutions muséales. Les collectionneurs au XIXe siècle donnent ainsi l'exemple de nouveaux modèles de partage du savoir. Entre collectionneurs, c'est le modèle de la conversation amicale, source de plaisir, qui s'impose et se diffuse par la lecture. Le collectionneur d'autographes Feuillet de Conche écrit ainsi, au milieu du XIXe siècle dans un recueil intitulé « Causeries d'un curieux »: « Je n'ai pas écrit pour écrire et faire montre de savoir. J'ai écrit pour suivre mon goût et mon penchant. Toute ma vie, j'ai recueilli des autographes, des documents historiques et des portraits. Ils ont été pour vous, pour un petit cercle d'amis, pour moi-même, une source vive de récréation et d'instruction facile. Il ne s'agit donc pas d'un savoir docte qui s'impose du haut vers le bas, mais plutôt d'échanges amicaux. » On peut se demander si cela ne rejoint pas ce nouveau modèle énonciatif repéré par André Günther autour de la circulation en ligne des biens culturels, lorsqu'il parle de conversation qui valorise l'expérience sensible et l'expérience personnelle. On en a l'exemple dans cet échange sur la page Facebook du musée de Grenoble. Le musée a invité les internautes à parler de leur première fois au musée, et une internaute écrit « Déambulant dans les salles 19e, je suis tombée sur le cap Layet d'Henriette de Moncrosse, juste à côté du sentier de douane de Paul Signac. Un sentiment de grande joie m'a envahi, et je n'oublierai jamais cette expérience esthétique. » Cela fait écho à ce qu'une chargée de communication du musée avait elle-même écrit en son nom. « Ce paysage de bord de mer est lumineux, rempli de couleurs plus rayonnantes les unes que les autres. Il est tout simple, mais si joyeux, positif et apaisant. Quand je le regarde, j'y suis. J'entends quasiment le bruit des vagues, je sens presque la douce chaleur du soleil sur mon visage et l'odeur des pins. Cet artiste était un magicien, capable de réaliser un paysage figuratif en alignant tout un ensemble de pointillés, un pur bonheur. » On voit donc bien ici comment l'expérience personnelle se partage dans la conversation en ligne. Sont ainsi introduits au premier plan de la sphère culturelle ce que Jacques Rancière appelle des objets et des sujets nouveaux, jusqu'alors invisibles. Objets nouveaux, ici s'agissant du musée de Grenoble, pas forcément puisqu'il s'agissait donc de tableaux anciens, mais sujets nouveaux, puisque des visiteurs, des anonymes, n'hésitent pas à s'exprimer sur leur rapport à ces peintures. On peut se demander si ce que produisent néanmoins ou ce que proposent ces internautes en tant que réflexion sur ces biens culturels va pouvoir intégrer le discours officiel du musée ou de l'institution patrimoniale. Lorsqu'il s'est agi, pendant la période du confinement notamment, de suggérer aux internautes de faire des tableaux vivants, bien souvent, ceux-ci sont restés cantonnés sur la page Facebook ou sur les autres réseaux sociaux des musées. Dans certains cas, pourtant, et je donnerai ici l'exemple des arbres dans l'édition en ligne de Candide, dans certains cas, cependant, les institutions intègrent les apports des internautes.
Dans l'édition en ligne du Candide de Voltaire par la BNF, chacun est invité à planter son arbre et cultiver son jardin. Et on accède sur le même site où figure le manuscrit de Voltaire aux créations littéraires de certains internautes. Cette nouvelle façon de partager les textes et les objets culturels et patrimoniaux, qui suscitent à leur tour d'autres textes, d'autres œuvres que l'on échange, est placée sous le signe du loisir, du plaisir, du partage entre pairs, de l'échange non hiérarchisé, et il me semble qu'elle doit beaucoup aux collectionneurs du 19e siècle. Je vous remercie. Alors, je prolonge juste en 2 mots cette proximité avec les collectionneurs du 19e siècle. Pourquoi est-ce qu'elle me semble intéressante? D'abord parce qu'elle dit, par ce qu'elle dit de la temporalité des modèles culturels et de la façon dont ce qui était méprisé arrive finalement à reconnaissance. Et cette proximité avec les collectionneurs du 19e siècle, elle me semble aussi intéressante sur le plan épistémologique, parce que la collection privée, c'est un groupement d'objets autour d'un individu qui leur donne sens, jusqu'à ce que l'institution muséale leur donne à son tour sens. La collection privée, elle met l'accent sur les objets matériels, les individus, leur approche sensible et corporelle et leur capacité à générer de nouveaux montages. Et ça annonce peut-être cette fabrication personnelle dont parlait Laurent Salard. Et elle met finalement l'accent, cette pratique de la collection, sur la notion d'ancrage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on trouve sa place à l'intérieur d'une société et d'un espace donné. Et donc j'ai essayé de montrer peut-être certaines proximités entre cette collection et des entreprises de collecte ou de participation aujourd'hui. Alors je vous remercie vraiment cette fois. Merci Dominique. Donc nous réservons les questions pour la fin. Vous pouvez déjà les noter dans l'espace questions-réponses et je les noterai scrupuleusement. Je passe maintenant la parole à Eva Sandry. Bonjour à toutes et à tous. Merci Claire. Je souhaiterais tout d'abord remercier les organisateurs et organisatrices du colloque pour ces temps d'échange précieux. Je vais présenter aujourd'hui un projet numérique participatif qui vise à valoriser la culture d'une communauté, la communauté des femmes gitanes d'Arles, dans le sud de la France. Ça a lieu à travers un web documentaire qui a été réalisé il y a quelques années et qui s'intitule Femmes gitanes du Quai des Platanes. Il y a eu également des expositions liées à ce web documentaire. Qui a été mis en place par le musée d'ethnographie d'Arles, le Muséum Arlaten. Et ce projet interroge la façon dont un musée met en place un dispositif à la fois participatif et numérique pour valoriser une culture en partant des initiatives de cette même culture. Donc l'objectif dans cette communication, ça va être d'analyser ce que cela dit des imaginaires du numérique, de la démocratisation culturelle et de la participation qui sont à l'œuvre. Alors d'abord quelques éléments de contexte. Le mouvement vers la médiation participative par le numérique rend compte depuis quelques années d'une volonté de réactualiser les objectifs de la démocratie culturelle. S'il s'agit dans la plupart des cas de donner un rôle actif au visiteur en lui proposant de contribuer à un projet, chaque dispositif exige de lui un degré d'implication différent. Cependant, on observe aujourd'hui l'usage indifférencié de l'adjectif participatif qui va alors empêcher de penser en détail la nature et le degré d'implication des individus sur les plateformes numériques, mais également le travail de l'institution pour s'ouvrir à ces publics et la qualité des échanges entre ces deux pôles. Ça occulte également des questionnements essentiels sur les enjeux et les valeurs supposées des dispositifs participatifs, alors qu'on pourrait par exemple distinguer plus finement les initiatives qui viennent du public, donc appelées aussi bottom-up, ou les initiatives qui viennent des institutions, aussi appelées top-down. C'est également intéressant de se demander si ces dispositifs sont susceptibles de favoriser véritablement une capacitation de la part des individus au sens de Duchesneau et Simon. Et in fine, c'est le statut du participant ainsi que sa capacité d'action qui sont interrogés. Et pour éclairer ces questions, je proposerai d'observer donc ce que nous dit le web documentaire Femmes gitanes du Quai des Platanes, réalisé par le musée d'Arles et qui a ceci de spécifique qu'il a été à l'initiative des participants. Il y a eu vraiment un changement dans la gestion de projet.
Donc, tout d'abord, pour éclairer ces questionnements, je propose d'observer les dispositifs de médiation participative sur support numérique à travers 2 angles précis. Le premier, l'idéal de démocratie culturelle, et ensuite l'imaginaire des technologies. Ces 2 angles ont été choisis en prenant en considération le contexte actuel dans lequel ces projets participatifs rendent compte d'une volonté d'opérationnaliser les objectifs de la démocratie culturelle. Il s'appuie sur la certitude selon laquelle le citoyen peut et doit prendre part aux activités culturelles de son lieu de vie. Et en outre, on observe que ces dispositifs participatifs ont tendance à avoir recours aux outils numériques du Web 2.0 dans le but de favoriser l'expression des publics. Et cette fusion des 2 imaginaires, donc un imaginaire numérique amélioratif et un imaginaire de la médiation participative comme mise en place de la démocratie culturelle, donne à voir la cristallisation finalement d'un imaginaire assez salvateur du numérique au musée. J'aimerais par la suite répondre à 2 objectifs, classer ces dispositifs pour proposer une typologie théorique de la notion de participation en fonction du degré d'implication du visiteur, et ensuite donner quelques exemples de dispositifs et de leurs promesses que je présenterai plus tard. Mais d'abord, pour finir le contexte historique, on observe que le modèle participatif dans la culture s'appuie sur les fondements des politiques culturelles à l'œuvre depuis 1940. Donc d'une part, la démocratisation culturelle, donc l'élargissement des publics alliés à la décentralisation, mais également l'idéal de démocratie culturelle, donc l'implication constante des publics dans la vie culturelle. Et depuis les années 70, les discours politiques privilégient la participation des publics à la vie culturelle, à travers notamment la pratique amateur par rapport à seulement la diffusion artistique. Et les défenseurs de l'animation culturelle et de l'éducation populaire vont s'accorder pour dépasser le modèle d'accès direct à l'art impulsé par Malraux. Ainsi, la volonté de permettre aux visiteurs de s'impliquer activement dans le fonctionnement d'un lieu culturel n'est pas un projet récent. Bien avant la massification des technologies et les discours sur la participation sur le Web 2.0, on observe de nombreux dispositifs qui permettent à des visiteurs de s'engager dans la vie de l'institution. Je m'arrêterai sur 2 mouvements de l'évolution du modèle participatif dans la culture, d'abord en remontant aux origines de la participation, puis en étudiant la fusion de l'imaginaire du numérique et de l'imaginaire participatif. Alors au niveau du modèle participatif dans la culture, il s'agit de l'histoire des musées qui ont été portés depuis les années 70 par les écomusées, la nouvelle muséologie de Duncan et l'opposition entre un musée temple et un musée forum, avec une volonté d'une plus grande ouverture aux propositions des publics. Mais cette notion de participation prend également une place importante dans la culture numérique, puisqu'à l'origine des promesses d'usage d'Internet se trouvent les intentions de la communauté ARPANET, dans un contexte où la contre-culture californienne s'implique dans les communautés en ligne. Il s'agirait donc de créer un espace où ces communautés renforceraient ou remplaceraient les communautés locales, où les conférences informatiques permettraient d'exercer une intelligence collective, selon Patrice Flichy. Les aspects donc, sociaux et politiques de ce projet sont déterminants dans le sens où la communauté ARPANET espère, je cite, refonder un lien social, redynamiser le débat public et plus largement la vie démocratique. Donc, à l'instar des domaines médiatiques et politiques, on remarque dans le milieu des musées une forte adhésion à ces croyances du modèle participatif par les valeurs du numérique. Et ces dispositifs étant actuellement nombreux et demandant des niveaux d'engagement très différents de la part des visiteurs, à travers des architectes variés, il est important de les qualifier plus finement. Donc, voici donc un classement de ces dispositifs qui distingue les actions à réaliser par le visiteur en fonction du statut qui est donné aux participants, mais aussi au degré d'implication de l'institution. Donc j'ai proposé cette typologie que je vais commenter en partant d'abord du dispositif le moins participatif au plus impliquant. Donc je vais commencer par les dispositifs consultatifs,
qui peuvent passer par des bêta-tests, des votes, etc. Un exemple assez récent étant le musée d'histoire de Marseille, qui, au début de l'exposition, proposait un espace que les visiteurs votent pour leur bâtiment favori de Marseille pour influencer la prochaine exposition du musée d'histoire. Au niveau de la valorisation de l'expérience de visite, on a énormément de témoignages, de photographies, de blogs d'exposition. Il y a eu pendant le confinement le Getty Museum Challenge qui a été très médiatisé, mais ça a commencé dès 2011 sur Twitter avec la vague des muséums selfie, des détournements d'œuvres. Ensuite, en termes de dispositifs de collecte, on a à la fois tout ce qui est de l'ordre de la collecte d'objets, de témoignages dans les musées d'ethnographie, mais aussi de crowdfunding avec, par exemple, le financement participatif qui, au musée de l'Oise, a contribué à restaurer la toile, l'enrôlement des volontaires de Thomas Couture. Enfin, le dispositif qui demande le plus d'implication pour le visiteur, ce sont les dispositifs de coécriture, de collaboration ou de co-commissariat d'exposition. Je donnerai l'exemple d'un partenariat entre Wikipédia et le Centre Pompidou, où il y a eu des ateliers durant lesquels les visiteurs et les contributeurs de Wikipédia allaient rédiger les fiches des salles pour les salles d'exposition. Donc au final, ce classement des dispositifs participatifs par ordre d'engagement du public et de l'institution rend compte d'une variété de projets dont une très grande partie est liée aux technologies. Et on observe une forte médiatisation en ligne de ces dispositifs via les sites internet ou les réseaux sociaux. Ces discours vont favoriser une fusion de l'imaginaire de la culture numérique et de l'imaginaire du musée participatif autour des valeurs de collaboration et d'empowerment. Ce constat m'amène à prendre en compte une relation forte entre l'imaginaire numérique et l'imaginaire participatif. Je passerai maintenant à l'analyse du web documentaire Femmes gitanes du quai des Platanes, où je parlerai maintenant de la façon dont les institutions muséales actuelles s'ajustent à ces promesses des technologies dans leurs projets participatifs et vont négocier l'héritage symbolique des écomusées. Donc, ce web documentaire vise à valoriser l'identité et la mémoire sociale de la communauté gitane d'Arles, une communauté de gitans catalans. Il présente à travers des témoignages de femmes la culture et les conditions de vie des femmes gitanes. Ces femmes vont décrire des éléments relevant du patrimoine culturel immatériel, par exemple des recettes de cuisine, des moments festifs et des anecdotes sur leur quotidien. Il s'agit donc d'un dispositif participatif où les femmes de cette communauté ont été les actrices réalisatrices de ce web documentaire. Il n'y a pas donc là, on va dire, dénonciation ventriloque au sens de Marianne Pavot, où le musée prendrait la parole à la place de ces femmes, puisque ce sont elles qui ont proposé le projet au musée, ce qui change souvent des dispositifs participatifs où le musée va être l'initiateur des projets participatifs. La méthodologie d'analyse de ce web documentaire a consisté en une enquête ethnographique au Muséum Arlaten d'Arles auprès du service des publics chargé de la mise en place de ce web documentaire. Le corpus d'analyse est constitué d'entretiens avec la responsable du service des publics et de temps d'observation participantes dans le service des publics, ainsi que l'analyse thématique du web documentaire. Il ressort de l'analyse que ce projet possède deux particularités. Premièrement, il est à l'initiative des contributrices et deuxièmement, ces femmes ont réellement été bénéficiaires des éléments réalisés. Donc, par rapport à la typologie que j'ai proposée plus haut, il se situe à la fois dans un dispositif de type collecte et coécriture, puisque la décision d'évoquer le quotidien de ces femmes a été le résultat d'une discussion avec la communauté gitane. Ce sont en effet ces femmes qui ont décidé d'elles-mêmes qu'elles souhaitaient s'exprimer, ainsi que des sujets qu'elles voulaient développer. Et par ailleurs, les participantes ont plusieurs avantages à prendre part au dispositif. Leurs témoignages sont valorisés sur un site web sur lesquels leurs CV sont mis en ligne afin de favoriser leur insertion professionnelle ou leur reconversion.
Mais on doit cependant noter que c'est le musée d'Arles qui, depuis le début, avait lancé cette idée de web documentaire, non de la communauté gitane, même si finalement ce sont ces femmes qui ont décidé d'elles-mêmes de la façon dont le projet allait être dirigé. Donc ce projet de témoignage à l'initiative des habitantes, qui met en lien la médiation culturelle et sociale, est l'exemple donné par les professionnels du musée d'ethnographie d'Arles pour différencier les dispositifs où la participation est partielle et les dispositifs sur le long terme qui sont davantage à l'écoute des besoins des habitants et dont ils seront bénéficiaires. Ce projet rend également compte d'un élargissement de la mémoire sociale présentée par le musée, ce dernier englobant désormais des populations peu représentées par les anciens conservateurs du musée d'Arles, tels que les cultures gitanes, les mémoires ouvrières et des cheminots. Donc, le musée cherche à s'émanciper de l'image d'une Provence rurale catholique instaurée par le fondateur du musée, Frédéric Mistral, pour donner à voir des autres cultures présentes sur le territoire. Donc, finalement, au-delà de la culture provençale, c'est le principe de transmission lui-même qui est transmis comme un acte et un devoir collectif, présentant le musée comme un outil de valorisation de la mémoire sociale des communautés moins représentées. L'objectif est alors de donner un recul critique sur les traditions provençales pour en montrer les rémanences contemporaines. Cela implique de réinterroger la façon dont les musées de société présentent les traditions d'une région, puisque ici l'objectif est moins de valoriser ces traditions que de démythifier les discours qui leur attribuent une existence ancestrale et immobile. Cette posture à l'échelle de la micro-histoire qui cherche à prendre en compte les transformations s'inscrit dans le positionnement des anthropologues qui prônent l'enquête microsociale et la recherche de la singularité afin de nuancer les approches généralisantes de type structuraliste ou holiste. Et pour conclure, cette étude de terrain a mis en évidence un projet hybride entre des logiques top-down et bottom-up au sein d'un dispositif participatif numérique qui profite réellement à ses participantes. Cela donne également à voir un autre usage des dispositifs participatifs sur support numérique, ni seulement continuité de l'écomusée, ni solutionnisme technologique, mais le positionnement d'un musée comme vecteur de lien social entre différentes communautés. Je vous remercie pour votre attention et je serai ravie d'en discuter plus avant lors du temps de discussion. Merci beaucoup, Eva. Et je passe maintenant la parole à Aude Sivigny et Virginie Tostan. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Nous tenons d'abord à remercier les organisateurs du colloque de leur invitation et évidemment l'ensemble des intervenants et intervenantes pour les échanges passionnants depuis hier. Donc, je suis Aude Sivigny, je suis chargée de projet international à Ville de Tours et je suis accompagnée de ma collègue Virginie Tostan, donc, qui est directrice du musée du compagnonnage de la ville. Et nous allons vous présenter un retour d'expérience sur un projet européen de participation citoyenne autour des patrimoines culturels. À noter, du fait de la pandémie, ce projet qui devait s'achever là le mois prochain a été prolongé d'1 an. Donc, c'est un retour d'expérience en live, en direct, que nous vous proposons et un point d'étape. Donc, rapidement, le projet Partner a été initié par la ville de Parme en associant 5 de ces villes jumelles, dont la ville de Tours. Le projet a pour but de permettre aux citoyens de chaque pays d'identifier les patrimoines matériels comme immatériels représentatifs de leur ville en vue de les transmettre aux générations futures. Le projet est financé par l'Union européenne sur la ligne Europe pour les citoyens. Et concrètement, une plateforme numérique de participation est ouverte aux habitants des civils du projet où ils sont invités à partager les éléments qui façonnent l'identité de leur ville en remplissant un questionnaire en ligne. À terme, l'objectif est de créer une cartographie des patrimoines de chaque ville, mais aussi plus largement une cartographie commune des patrimoines partagés à l'échelle européenne. En vous présentant la genèse et la vie de ce projet, nous allons explorer comment, autour d'une démarche qui est a priori commune, s'expriment en fait des intentions, des attendus et des pratiques très différentes autour de la participation culturelle. Et nous allons aussi voir, en forme de nouvelle illustration des remarques présentées par les intervenants au colloque, qu'au travers de cette démarche, c'est toute la question du rapport entre les institutions et les habitants / citoyens dont on cherche la parole qui se pose.
Alors, commençons un petit peu par reprendre les premières questions, les premiers questionnements de ce projet au tout début de sa constitution. Alors, vous l'aurez compris, c'est un projet pluripartenarial par nature et donc nécessairement, il a engendré lors de sa co-construction par les partenaires une pluralité de questionnements et d'enjeux. L'enjeu de l'adaptation de l'outil au public, tout d'abord, c'est un projet, il faut le dire, qui a été initié par le consortium Ville-Université de Parme, qui a souhaité ensuite lui associer un certain nombre de ces villes jumelles que vous avez vues sur la carte présentée par Aude. Donc la plateforme qu'on va vous présenter, tout comme la méthode, ont été créées par ce consortium et appliquées, dupliquées même quasiment à ce projet pluripartenarial. Or, les partenaires de ce projet, qui sont de nature assez diverse, mais qui sont principalement des collectivités territoriales, ont, dès le départ du projet, identifié des modifications apparues comme nécessaires sur cet outil pour qu'il puisse fonctionner à l'échelle de l'ensemble des territoires. Un exemple très concret, donc vous voyez un petit peu à l'écran le modèle de questionnaire que l'on propose au public. Un certain nombre de catégories de patrimoine à identifier ont été proposées au public pour notamment des raisons statistiques. Et nous avons été plusieurs au départ du projet à demander à ce que cette catégorie nature, environnement, paysage puisse apparaître puisqu'elle n'apparaissait pas au départ du projet. Or, on s'est rendu compte lors des premières contributions, voici le résultat actuel des contributions pour la ville de Tours, que cette catégorie était particulièrement importante et que les habitants de Tours y sont particulièrement attachés puisqu'elle apparaît comme la seconde la plus sollicitée par le public. Donc voilà les ajustements, disons, qui ont pu être faits un peu à la marge dans cette première phase de projet. Cette méthode a aussi questionné l'engagement des habitants dans ce projet. On parlait de bottom-up notamment tout à l'heure, puisque d'une part, n'ayant pas été associé à la construction de l'outil, on pouvait se demander, s'interroger sur ce qu'on pouvait réellement attendre de la part du public participant à qui on imposait en quelque sorte un outil non construit avec ce public-là. D'autre part, chaque partenaire n'avait pas la même préoccupation de proposer l'outil le plus inclusif possible et de savoir comment atteindre cet objectif de l'inclusion des publics dans ce projet. Typiquement, la question, c'est quand on est face à un public éloigné de la culture, éloigné du numérique, voire les deux, comment on fait participer ce public, ou ce non-public plus exactement, à un projet d'inventaire du patrimoine sur une plateforme numérique. Tours, que l'on représente aujourd'hui avec Aude, avait vraiment à cœur que les résultats témoignent d'une certaine représentativité de son territoire patrimonial, certes, mais aussi de son territoire démographique et de sa réalité démographique. Ensuite, la question de la représentativité, justement, elle nous amène à une autre interrogation, celle des résultats et de leur utilisation. Concrètement, à quoi va servir cette plateforme ? Là encore, diversité de partenaires égale pluralité des attentes et des enjeux, et un large panel de réponses possibles à cette question. Alors, pour le consortium parmesan, qui a un caractère plus universitaire peut-être que les autres partenaires du projet, il s'agissait avant tout d'une future archive sociologique qui pourrait être exploitée à des fins diverses par des chercheurs dans un contexte et dans un temps très différent de celui du projet Parteur en lui-même. Or, pour les collectivités territoriales présentes également, la démarche devait avant tout s'inscrire dans des objectifs de politique publique et notamment de participation citoyenne. Alors, c'est le cas particulièrement pour Tours et pour le partenaire suédois de Linköping. Cette question de l'empowerment, ça a été, je dirais, le fer de lance de notre participation. Pour le territoire espagnol de Dénia, on était peut-être davantage dans l'envie de renforcer l'attractivité du territoire. Donc un aspect peut-être plus touristique. Et pour Kassel et Konavle, en Allemagne et en Croatie, sur la construction d'un outil de mémoire locale. De ces divergences donc d'attentes des partenaires sont nées des façons différentes de penser la future exploitation de ces résultats et la façon dont on allait aussi communiquer sur ce projet.
Certains étaient persuadés qu'un accompagnement de médiation était nécessaire à la réussite de cette plateforme, et d'autres non, voire que le fait d'accompagner le public dans la participation pouvait erroner les résultats qu'on pouvait attendre d'une participation plus spontanée du public. Encore faut-il qu'elle existe. Donc, derrière ces divergences ou ces tensions que Virginie vient de mentionner, on trouve en filigrane un double paradoxe qui est celui d'une démarche de participation qui est adossée à un projet limité dans le temps et à une double échelle locale et européenne. Dans un cadre strictement universitaire, ces paradoxes de temps et d'espace ne posent pas de difficultés particulières dans le traitement de la donnée. Dans le cadre d'une démarche d'empowerment, par contre, la limitation dans le temps du projet suppose un travail d'anticipation de la part des institutions, donc des collectivités en l'occurrence, pour assurer la durabilité de l'outil de participation et mettre en œuvre les moyens humains, technologiques, techniques, financiers qui permettront à la démarche de perdurer au-delà du terme du financement extérieur. Et aussi de faire en sorte que la donnée soit exploitable et réutilisable pour nourrir des actions publiques à plus long terme. De même, en demandant aux contributeurs d'identifier l'ADN de leur territoire d'une manière quasi sensorielle, mais en souhaitant comparer les résultats à l'échelle européenne, on prend le risque dans l'outil d'effacer les spécificités propres à chacun de ces territoires et à noyer la démarche d'empowerment local dans une échelle où le contributeur ne se retrouve pas nécessairement. De ce fait, en fait, on renforce le besoin d'une pédagogie forte auprès des contributeurs pour expliquer l'intérêt de cette démarche à double échelle. Alors, au-delà de ces premiers questionnements et ces premières réflexions sur le tout début du projet, il y a eu une seconde étape qui a été la seconde réunion transnationale qui s'est tenue à Tours en février dernier et qui avait vu entre-temps la naissance et l'apparition de la plateforme sur Internet, et donc les premières participations, et c'est en quelque sorte cette rencontre entre les citoyens et la plateforme qui a amené des questionnements nouveaux ou pressentis, mais qui se sont un petit peu confirmés. Alors la première grande question qui s'est posée, mais qui était à anticiper, ça a été celle de la prise de parole et de discours du citoyen au sein d'un outil de forme institutionnelle. La participation à la connaissance scientifique du patrimoine, bien évidemment, a toujours existé. On a parlé tout à l'heure des collectionneurs, des amateurs éclairés. Dans le cadre de l'inventaire du patrimoine, il y a souvent eu, depuis le 19e siècle, des contributeurs à ces premiers inventaires nationaux, aux premières listes des monuments historiques, notamment. Mais ces contributeurs étaient bien évidemment les érudits locaux, les amateurs très éclairés, voire parfois ce public de collectionneurs aussi. De nos jours, cependant, quand on parle de participation citoyenne à des projets patrimoniaux, on souhaite bien évidemment, notamment nous en tant que collectivité, élargir cette notion de participation à tous les citoyens et encore une fois à ces non-publics ou à ces publics éloignés. Et donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces contributeurs nouveaux, éloignés potentiellement du monde de la culture? Est-ce que c'est du contenu scientifique identique à celui qu'on peut attendre des érudits? Est-ce que c'est une sorte de photographie de la façon dont les habitants perçoivent leur cadre de vie à un moment donné? Est-ce que c'est encore une fois une simple méthode d'empowerment dont le résultat formel compte finalement assez peu? C'était important de trancher cette question pour obtenir un résultat cohérent. Alors, les premières contributions sur la plateforme ont justement amené à se positionner en tant qu'institution, ayant notamment la compétence culture, sur ce que nous devions faire des contributions qui sont apparues comme scientifiquement erronées. Parce que c'est ce à quoi on a été confrontés et qui a fait débat au sein de cette réunion transnationale. Un exemple que vous voyez apparaître à l'écran, une contribution parmi d'autres sur la ville de Tours, un internaute souligne la présence dans la brasserie du restaurant de l'Univers, qui est juste à côté de nous là aujourd'hui, d'une très belle coupole en verre qui est protégée. La personne indique que cette brasserie la coupole est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui est inexact puisque c'est une protection au titre des monuments historiques. Donc typiquement, devant ce type de problématique, on s'est posé plusieurs solutions sont apparues.
Est-ce qu'il fallait corriger cet item faux pour éviter de répandre une information erronée sur une plateforme qui est cautionnée par la ville et par les institutions, donc de laquelle on peut attendre des informations véritables? Est-ce qu'on laisse intacte cette contribution comme une forme d'archive, ou est-ce qu'on modère, voire est-ce qu'on laisse les internautes dialoguer pour auto-réguler le contenu? Le choix a été fait dans notre cas de laisser les contributions intactes, même si elles apparaissent sur le site uniquement après une modération de premier ordre, mais une note des modérateurs peut venir éventuellement compléter la contribution pour indiquer une éventuelle erreur purement scientifique, tout en laissant la contribution initiale à l'état effectivement d'archive initiale. Au final, on le voit, ce projet illustre les enjeux de la véritable implication du citoyen dans un outil qui est pensé et qui est porté par l'institution avec un grand I. La plateforme numérique n'est qu'un outil qui ne rend pas automatique la participation et qui oblige à faire connaître et surtout à intéresser les contributeurs potentiels à la démarche. Et la vie du projet, telle qu'on la connaît depuis bientôt 2 ans, illustre cette obligation. En février dernier, au moment de la réunion transnationale, on a pu constater que, quelle que soit la démarche d'approche du public, l'engagement sur la plateforme était faible et venait sans surprise d'un public érudit, le même qui est traditionnellement associé aux démarches de recherche ou aux inventaires historiques. La seule exception à cette règle venait de Linköping en Suède, et ça s'explique par les traditions fortes en Suède de participation de la population qui est habituée à être sollicitée sur des sujets d'intérêt public et qui dispose d'outils structurés et connus pour se faire, pour s'exprimer. C'est donc en fait la question de l'éducation à la participation qui a été remise au cœur du travail des partenaires du projet, d'autant plus qu'ils témoignaient tous du sentiment d'illégitimité qui était ressenti par les habitants qui ne se sentaient pas donc autorisés à s'exprimer sur un sujet qu'ils percevaient comme étant sérieux et scientifique. Donc une première remédiation à cela a été apportée en retravaillant le questionnaire pour le rendre plus abordable et en explicitant mieux la démarche. Et une minute. Merci. Et une deuxième remédiation a été mise en place par certains partenaires dans la ville de Tours pour mettre en place des actions de médiation au plus près des publics, au contact des publics, par des ateliers avec des publics cibles, dans le cas de la ville de Tours, des EHPAD, des personnes seniors, mais aussi en s'appuyant sur des temps forts, comme les Journées européennes du patrimoine, ou sur des médiateurs, comme les jeunes membres du conseil municipal des jeunes. Et on voit aujourd'hui le résultat de ce travail de médiation, car les contributions sur la plateforme ont nettement augmenté. Et on voit aussi un changement dans la posture et dans la légitimité, car comme vous pouvez le constater à l'écran, un certain nombre de contributeurs ont adopté une posture de veilleur du patrimoine en recommandant une action de sauvegarde sur le patrimoine recensé. Et ça laisse à penser que ce public qui a été sollicité, pour le coup, et vers lequel il y a eu une médiation, se sont pour le coup plus légitimes à parler, y compris en tant que citoyens et acteurs publics. Et donc en conclusion, malgré tout l'attrait de l'outil numérique qui est censé vraiment faciliter les choses et rendre quasi automatique la participation citoyenne, à notre échelle et dans le cadre de notre projet, on a bien pu constater que c'est en allant chercher les contributeurs, en légitimant leurs paroles, que la vraie démarche de capacitation et de participation se réalisait pleinement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aude et Virginie. Et maintenant, la parole est à Pascal. Pascal Simons. Merci. Tout va bien, oui. Partagé, voilà. Donc, merci pour l'invitation, tout d'abord. Je ne vais pas être plus long parce que le temps est compté. Dans ce contexte-là, moi, je vais vous présenter ici, entre autres, ce matin, il était question dans les plateformes socio-numériques que la participation devenait une évidence et une conséquence
de ces évidences. Dans le cas présent et en complément certainement de ce qu'on vient d'entendre, je vais vous montrer ici un exemple de participation citoyenne très singulière à Tournai, qui est une ville belge. Alors, je positionnerai les choses assez rapidement pour ne pas perdre trop de temps et aller à l'essentiel. Et pour lequel, en fait, un acteur de la participation citoyenne, en fait, s'est approprié l'ensemble du discours par des dysfonctionnements liés, en fait, à la gestion globale de la communication autour d'un projet emblématique de la ville. C'est la souris, hein, ouais, voilà. Donc la table de présentation sera comme celle-ci. Le contexte de la recherche, d'abord, ça va situer un petit peu où on travaille, quelques bases théoriques, je ne vais pas être très très long là-dessus, pour me concentrer plutôt sur les contextes et l'analyse des acteurs avec leurs engagements et quelques constats à la fin. Alors, ce projet s'inscrit également en fait dans un projet européen, des financements FEDER, dans lequel mon université travaille dans un volet gouvernance où on nous demande en fait d'analyser un certain nombre de plateformes socio-numériques à l'échelle de villes. Alors c'est plutôt des villes moyennes, en fait le terme ville moyenne en Belgique n'est pas la même chose que dans d'autres pays européens, mais on est en tout cas dans des villes qui sont entre 80 et 100 000 habitants, et plus particulièrement dans le Hainaut belge, dont Tournai. Parallèlement à ça, je travaille sur une thèse qui, elle, a plutôt comme attrait. Alors, ma formation de base, c'est architecte urbaniste, geek à mes heures perdues. Et en liant ces deux éléments-là, en fait, c'est un travail d'analyse de l'écriture, en fin de compte, sur les plateformes socio-numériques et de voir si ces outils-là, en fait, ne permettraient pas de mieux gérer certains projets urbains. Et souvent, en fait, le constat est fait lorsqu'on discute avec les villes, c'est pour vous, qu'est-ce que vous faites avec ces réseaux sociaux? Alors, souvent, il y a une sorte de doute et d'idées préconçues, mais que la réponse soit oui ou non entre l'utilité de ces outils. On se demande pourquoi, dans un certain cas, ils les utilisent, mais ils ne savent pas vraiment comment ils les utilisent et ils ne maîtrisent pas en fait la valeur à donner à ces différents outils. Et dans ce contexte-là, le cas de Tournai est significatif en la matière. Alors, au niveau des bases théoriques, 3 éléments pour contextualiser la recherche et cette communication. Alors, d'une part, il y a la question de c'est quoi, en fin de compte, la valeur d'un texte, donc d'un document, même si c'est quelques lignes sur Facebook ou Twitter ou que sais-je. Et donc là, on travaille avec des travaux de Péto, mais aussi, entre autres, tout un travail qui a été mené par l'UNESCO en 2012 sur la définition culturelle, en fin de compte, d'une œuvre numérique en tant que telle. Et pourquoi je parle de l'UNESCO, c'est parce que vous verrez que je vais en reparler, mais là, pour des questions purement patrimoniales, pour la suite, et le lien peut se faire assez facilement. Alors, sur la question de la participation numérique, a fortiori, il y a la question des smart cities. Alors ça, c'est mon cœur de métier en bureau privé. Mais plus particulièrement, au-delà de la théorisation de la ville smart telle qu'on la connaît avec Guy Finger, les théories qui ont émergé dans les années 2000, 2006, 2007, 2008, je me concentre plus sur la question en fait de l'innovation liée à la Smart Cities, avec le volet évidemment citoyen, mais également gouvernance. On en a beaucoup parlé tous ici sur la question du bottom-up et surtout de la question de l'innovation. C'est comment les personnes en fait peuvent utiliser ces outils-là pour générer en fin de compte des nouvelles situations auxquelles on ne pouvait pas s'attendre avant. En la matière, avec un effet évidemment de pharmacon, c'est-à-dire que d'un côté c'est extraordinaire et de l'autre côté en fait c'est une véritable catastrophe dans certains cas. Et on parlera évidemment du biais dans le cadre de cette communication. Et enfin, je dirais il y a 2 volets en tout cas qui apparaissent dans notre hypothèse. C'est d'une part, il y a l'approche descriptive qu'on peut avoir dans les réseaux sociaux et qui peuvent être assez intéressantes. Et parfois, il y a des situations qui sont beaucoup plus actives,
qui sont intentionnels, c'est le rôle des influenceurs qui font aussi community manager, et donc il y a un biais par rapport à cette question-là. Et dans l'étude présente, c'est véritablement la partie intentionnelle qui est la plus importante. Alors, dans le contexte, je présente d'abord cette image qui est le genre de feuillet que vous pouvez retrouver. Alors avant, on le retrouvait sur les affiches, sur les fenêtres des habitations. Alors maintenant, c'est sur Internet, hein, inévitablement. Mais voilà en fait ce qui pouvait circuler par rapport au sujet qui nous concerne et qui est le pont des Trous à Tournai. Alors je vais vous expliquer ce que c'est que le pont des Trous à Tournai. Mais avant cela, dites-vous que l'influenceur dont je vais vous parler, au départ, en fait, ce projet-là qui correspondait strictement en fait à toutes les règles patrimoniales du type charte de Venise, avec une kyrielle d'experts et autres, cet influenceur, avec sa communauté, a réussi à faire passer de cette solution-là à cette solution-là, qui est en fait le même pont, mais qui ne correspond en fait à aucune valeur historique en tant que telle. Et très clairement, dans le cas qui nous concerne, c'est par l'influence au travers des réseaux sociaux qu'en fait il y a eu un total basculement des décisions politiques qui ont été jusqu'au niveau des régions, de l'ICOMOS et autres. Alors, le contexte historique, c'est que le pont que vous avez vu, c'est une porte d'eau. C'est une porte d'eau qui se situe, s'il veut bien arriver, hop, voilà, qui se situe au nord du cœur de la ville de Tournai. Alors, le cœur de la ville de Tournai, c'est essentiellement en fait 2 bâtiments qui sont classés patrimoine mondial de l'UNESCO, pour le coup, vraiment. Et donc, son beffroi et sa cathédrale, qui pour moitié est romane et pour autre moitié gothique, et la spécificité de ces 5 clochers qui ont fait un bâtiment vraiment spécifique à l'échelle européenne, avec évidemment une zone de protection et j'en passe, dans lequel la porte d'eau fait partie. Mais à contrario, cette porte d'eau dont vous voyez ici une image illustrée, on dira, d'une certaine époque, correspond à cela, qui a été démolie au mois d'août de 2020. Et pourquoi a-t-elle été démolie? Parce qu'en fait, cette porte d'eau n'a aucune valeur historique, sauf le fait que c'est un bâtiment à un caractère très intense dans l'esprit des habitants de la ville. Vous avez vu les 2 premiers, le 3e se trouve celui-là. C'est ce qu'on appelle le pont des Trous, mais qui a été transformé à travers l'histoire de manière très importante. Et la démolition que vous voyez là date de 1940 avec le passage des Anglais avant l'arrivée des Allemands, et qui ont dynamité le pont. Et ce pont a été reconstruit dans les années 50 en béton armé avec simplement des moellons mis dessus, mais déjà élargi pour faire passer en fait des bateaux un peu plus larges. Alors l'objet du sujet, c'est la traversée de la ville de Tournai qui est baignée par l'Escaut, dans le cadre d'un projet européen que vous connaissez tous, qui est le projet Seine-Nord. Et la ville de Tournai se trouve à cet endroit-là, donc c'est une des voies stratégiques entre Paris et Rotterdam et Anvers. Et donc il y a un vrai enjeu qui dépasse le cadre uniquement de la ville. Et l'objectif est de faire passer de bateaux de 1350 tonnes à 4000 tonnes. Donc il était question, bien évidemment, d'élargir ce pont encore une fois, dans une situation où, en fin de compte, l'histoire du pont est intéressante, elle a beaucoup de valeur pour les gens, mais pas nécessairement, en fait, l'image qu'on en voit est simplement une image idéalisée de quelque chose qui n'existe plus depuis bien longtemps. Alors, quand on positionne en fait l'ensemble des acteurs et qu'on y place les données, je vous passe les détails, mais en fait, dans le système relationnel que vous voyez ici, le pont des Trous se situe sur la gauche. Alors c'est une logique gravitaire, hein, par rapport aux 4 acteurs principaux, qui est la ville de Tournai, bien évidemment, les associations patrimoniales qui sont très présentes parce que c'est une ville moyenne, mais avec énormément d'acteurs déjà dans la citoyenneté, la région Wallonne qui est en fait le maître d'ouvrage, et le collectif citoyen. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que quand vous laissez les logiciels faire les logiques gravitaires, en fait on se rend compte que le collectif citoyen prend plus de place que le pont des Trous en tant que tel. Et c'est ce qui s'est passé en fin de compte
dans le cadre de ce projet, c'est qu'en fait, tous les experts ou toutes les personnes qui pouvaient essayer d'expliquer ce qu'on pouvait faire dans les règles qu'on connaît dans le domaine du patrimoine, en fait, sont passés à la trappe pour véritablement ne focaliser que le discours sur le collectif citoyen. Collectif citoyen lié, en fin de compte, avec un influenceur qui a véritablement été le moteur de ce collectif citoyen. Parce que parallèlement à cela, ce qui est assez rare, dirais-je, c'est que la municipalité, en fait, a tout mis en œuvre pour que la participation citoyenne se fasse dans les règles. C'est-à-dire qu'il y a eu une consultation publique. Cette consultation publique a permis à 10% de la population, ce qui est excessivement rare, donc la consultation publique en Belgique, ce n'est pas une votation comme en Suisse, mais qui est disponible en fait pour les municipalités. Ça n'est pas contraignant. Néanmoins, cette prise de décision ici, avec 10% de la population, a fait en sorte que la ville s'est engagée par rapport à des solutions qui étaient proposées par la ville. Ces solutions décidées par l'ensemble de la population ont ensuite été négociées, discutées avec des ateliers participatifs pour voir un petit peu comment les choses pouvaient se matérialiser. Et on constate en fait, quand on fait une analyse vraiment fine, ce qui était mon job en tout cas pour cette partie-là, sur à peu près 7 ans, eh bien, on se rend compte que l'influenceur, au travers des réseaux sociaux, a systématiquement modifié en fait la perception des gens par rapport à ces différentes entités qui ont été mises en place par l'utilisation des textes qui n'étaient pas des fake news, mais qui étaient en fin de compte des vérités transformées. Et donc, il y a un effet de manipulation de l'influenceur au travers de cette situation. Alors, je regarde, c'est ce que je viens de vous expliquer en fait. Le phénomène de manipulation et de jeu d'influence a vraiment été mené par cette personne qui connaissait très bien son domaine, à la fois dans le numérique et à la fois dans le patrimoine. Je mets ces deux posts sur la page qu'il a mis en route en 2013, Préservons l'identité du pont des Trous, monument emblématique de Tournai. Alors pourquoi je cite le titre? C'est parce que quand on analyse, en fin de compte, c'est l'avantage de Facebook, c'est qu'on peut avoir l'ensemble des informations. C'est quand on voit en fait, ne serait-ce qu'au niveau de la sémantique écrite, ce qu'il a pris comme temps pour pouvoir choisir le nom de sa page, démontre en fin de compte déjà ses intentions jusqu'à la fin. Alors, dans le cas présent ici, ce qui est intéressant dans les textes, c'est que on vous parle, le pont des Trous sera reconstruit en pierre. Sauf que le pont des Trous reconstruit en pierre, dans les ateliers participatifs, il n'a jamais été question, puisque les ateliers participatifs fonctionnaient également avec des professionnels, de reconstruire le pont des Trous tel que vous le voyez là dans sa version initiale, de la même manière en pierre. C'était une œuvre contemporaine, mais avec la pierre comme élément central de la construction. Et là, tel qu'on le voit, en fin de compte, c'est une manipulation, puisqu'il utilise le terme, on vous dit que ça sera reconstruit en pierre et non en fer, mais en fin de compte, on vous montre, on utilise en fait un média mainstream comme RTL en Belgique, et en fait, on vous montre un pont qui n'a absolument rien à voir avec la version finale qui a été approuvée par les ateliers participatifs. De l'autre côté, alors malheureusement, il y a eu aussi des effets d'élection qui n'ont rien arrangé en fait dans les jeux de manipulation, mais systématiquement, il réutilisait les textes, donc il analysait ce que l'ensemble des acteurs, alors ici, pour le coup, ce sont les écologistes qui, de prime abord, sont reconnus comme étant des personnes qui doivent défendre la participation, ou cette personne qui est maintenant, je veux dire, adjointe au maire, puisqu'ils ont gagné les élections avec les socialistes, parlent du passionnel, et alors ils utilisent quelques mots pour ensuite les transformer et dire « nous ne sommes pas du tout passionnels ». Alors que quand on fait une analyse sur le long terme, il n'y a que du passionnel dans ce qui a été évidemment rédigé par ce collectif. Tout en utilisant des termes appuyés par l'ICOMOS, et vous verrez dans la ligne du temps par la suite qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et quand on lit les écrits, ça n'est pas le cas non plus. Alors,
ce qui est important également de comprendre dans le jeu des acteurs, c'est qu'il y a eu un chaos communicationnel entre les différents acteurs. D'une part, comme je vous ai dit, c'est la région wallonne qui finançait les travaux parce que le fleuve appartient à la région wallonne et pas à la ville. Et la région wallonne, par sa situation au-dessus de la mêlée, dirais-je, n'a pas décidé de participer aux actions d'ateliers, d'une part, et deuxièmement, n'a absolument pas mis en œuvre les outils de participation citoyenne au niveau des réseaux sociaux. Le site internet sur le projet a tardé à venir, complètement vide. Et lorsqu'ils ont créé une page Facebook, c'est une page Facebook qui était prévue pour signaler ce qui se passait au niveau des travaux. C'est-à-dire, votre route va être fermée à telle date, on va paver à un tel moment ou autre. Ce n'était pas inutile par ailleurs, mais qui ne correspondait pas en fin de compte à les éléments de discussion. Pascal, il y a 2 minutes. OK. Parallèlement à ça, donc, je vous parlais d'ICOMOS, on y reviendra très, très rapidement par la suite. Vous voyez que tout a fait farine au moulin. Ces deux images-là montrent à quel point, dans la logique de manipulation, alors on utilise Gérard Depardieu pour la petite histoire, il a une maison dans cette région-là, donc voilà, comme en Russie, comme partout dans le monde. Hein. Mais évidemment, ça fait vendre. Mais la manipulation a quand même été très très loin, puisque au moment le plus critique en fait des discussions sur le choix techniques qui seraient mis en œuvre, même des journaux comme The Guardian ont publié des articles en disant c'est inadmissible qu'on vienne démolir ce pont en trou, sachant que par ailleurs personne n'avait une vision globale et que ce pont était en fait un fake historique. Alors c'est un temps long. Donc les chiffres que vous voyez là, ce sont les dates, ce sont les années. Le lancement du projet, c'est en 2012, hein, les études d'incidence environnementale. La page Facebook est créée très très tôt. Mais ce qui m'importe surtout, c'est dans certains éléments, on se rend compte qu'en fait, l'influenceur a vraiment joué comme un community manager et il a vraiment géré sa communication en fonction d'éléments stratégiques. Je vous donne juste un exemple, présentation de la CCATM, c'est une commission qui existe en Belgique au niveau communal et dont les projets sont présentés là pour une discussion avec pas des élus, mais en tout cas des représentants au niveau communal et qui ne font pas partie du pouvoir politique. Et se rendant compte que la CCATM allait donner un avis positif au projet présenté en consultation populaire, c'est à ce moment-là où on voit le plus de posts qui arrivent sur la page Facebook. Et on continue comme ça beaucoup plus loin. Vous voyez à un certain moment le lancement d'une alerte à ICOMOS. Alors ICOMOS, c'est le pendant d'expertise publique, populaire, on va dire, de l'UNESCO. Il se rend compte à un certain moment que l'UNESCO fait confiance à la région wallonne dans les procédures et dans les méthodes pour faire la meilleure solution. À ce moment-là, on vient créer une pétition envers laquelle on lance vraiment dans tous les médias à l'échelle européenne pour contrer en fin de compte un biais un système qu'ils avaient utilisé en espérant être soutenu par ICOMOS, mais en fait ICOMOS dit je fais confiance à la région. Donc on arrive à cette solution, à une nouvelle solution et une nouvelle communication. Par ailleurs, sujet qui n'est pas inintéressant non plus, c'est à un certain moment, il y a tellement une quantité d'informations venant de cette page qu'on voit la création en fait d'une page anti-maintien du pont par quelques personnes qui ne supportent plus la situation. Alors voilà la ligne de temps sur à peu près 13 ans, on va dire, parce que sur 8 ans, pardon, et qui montre en fait des phases excessivement importantes, la création. Votre temps de parole est écoulé, donc si on veut laisser la parole aux personnes qui ont des questions à poser. Je conclue. Et donc, vous voyez qu'en fin de compte, il y a des périodes qui sont excessivement importantes et qui ont vraiment à chaque fois démontré une logique d'influence à un niveau qui a toujours été crescendo et qui est loin d'être négligeable. Alors, juste pour conclure,
ce qu'on a constaté, c'est qu'en fin de compte, parce que la ville, même avec tous les outils de participation qui ont été mis en place et qui sont vraiment remarquables, mais qui sont des outils traditionnels, sans tenir compte des outils numériques à part entière et de les intégrer dans la réflexion, en fin de compte, eh bien, ce sont les influenceurs et quelque part un collectif citoyen qui a gagné la partie pour arriver à une situation où on a un fake bâtiment qui va être construit aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est ce qui est bon ou pas bon? Ça, je ne mettrai pas de jugement. Pourtant, je suis architecte et je travaille aussi dans le patrimoine, mais la population est contente. Néanmoins, les spécialistes pourront dire que ce bâtiment-là ne correspond pas à la réalité. Voilà. Merci. Merci. Ce temps supplémentaire. Merci infiniment. Donc, nous allons passer aux questions, puisque déjà des questions ont été suscitées sur vos interventions. Lucas, tu proposais de convier les personnes qui ont posé ces questions, Antonin Segault et Sarah Labelle, je crois. Ils peuvent participer, mais je ne sais pas comment, il faut un lien particulier. Non, mais je m'en occupe, vous inquiétez pas. D'accord, donc vous leur donnez la parole et moi pendant ce temps-là, je vais lancer les premières questions que j'ai notées par ordre chronologique. Hein. Nous avons 2 questions pour Eva Sandry autour des femmes. La première était d'Antonin Segault, la contrepartie, c'est-à-dire l'aide à l'insertion professionnelle qui a été accordée aux contributrices, me semble un point très, très intéressant du projet. Et est-ce qu'elle a été décidée par les contributrices ou est-ce que ça a été décidé avec elles? Et comment ça a été perçu par les contributrices? Par les institutions et par le public. Voilà. Merci Claire, merci Antonin Segault pour cette question effectivement centrale que je n'ai pas eu le temps d'aborder en 15 minutes puisqu'il a fallu être synthétique. Mais effectivement, ce qui est assez d'inédit dans ce projet participatif, c'est que j'ai rarement vu autant on va dire d'implication dans la contrepartie, le contre-don pour les participantes. Donc ici, l'aide à l'insertion professionnelle, le réseau. Évidemment, ce sont des questions qui ont été discutées avec les contributrices en amont du projet, puisqu'au départ, le musée d'ethnographie d'art a proposé à la communauté gitane d'aborder des questions. Personne n'était intéressé, sauf justement un groupe de femmes qui se sont dit ça peut nous intéresser de parler de notre culture et ça peut aussi nous aider pour avoir une visibilité, une insertion professionnelle. Et c'est quelque chose qui a été plutôt bien perçu par le public, par le musée, par les contributrices. Et à la suite de ce web documentaire, il y a eu une exposition itinérante qui a été exposée à Arles, à Marseille, dans tout le sud-est, qui s'appelle À la Gitane, où ces éléments étaient aussi indiqués, en fait, où on avait vraiment les témoignages. Donc il y avait une vraie transparence et je trouve que c'est ce qui fait aussi la spécificité de ce projet. Merci beaucoup. Et il y avait une autre question également aussi sur ces femmes. Donc Sarah, oui, j'ai invité Sarah Labelle pour qu'elle puisse Sarah poser est là. question. Sa question portait sur le rôle de l'engagement des femmes dans le dispositif par rapport à la. Alors, je retrouve sa question. Sinon j'ai invité Sarah pour qu'elle la pose. Dans un dispositif de participation qui vise la reconnaissance de leurs pratiques communautaires, joue un rôle dans la patrimonialisation. C'est-à-dire le lien entre engagement dans un dispositif participatif et processus de patrimonialisation. Est-ce que la patrimonialisation, ça a été une question soulevée par les participantes? Merci Claire, merci Sarah pour cette question qui est effectivement aussi au centre de ce dispositif et que je n'ai pas eu le temps également d'aborder. Mais il faut savoir qu'à la suite de ce web documentaire, de cette exposition, tout le matériel ethnographique qui a été récupéré, donc les témoignages, les entretiens, les recettes de cuisine, les vidéos sur tout le patrimoine culturel immatériel a été récupéré par le Muséum Arlaten pour une prochaine réouverture, alors qui devrait avoir lieu en octobre et que la crise sanitaire s'est décalée encore, je pense, jusqu'à au moins janvier ou juin 2021. Mais il se trouve que dans les collections du musée, qui est, en tant que musée d'ethnographie, il y a aussi énormément de témoignages et d'objets du quotidien. Ces objets-là
ont été par la suite intégrés et tous les objets de l'exposition itinérante à la Gitane ont aussi été intégrés. Donc au final, comme tous ces éléments du patrimoine culturel immatériel rentrent dans les collections, on peut voir un phénomène que je pourrais appeler patrimonialisation par dispositif de participation, en fait, qui a un autre effet du dispositif, ce qui est, on va dire, assez positif, puisqu'il rentre dans le projet scientifique et culturel du musée, qui est de montrer une image de la Provence, pas simplement la Provence de Frédéric Mistral, rurale et catholique du 19e siècle, mais aussi une Provence multiculturelle et avec tout ce patrimoine aussi culturel immatériel. Donc effectivement, on a un processus un peu différent des processus classiques, mais quand même un processus de patrimonialisation. Merci beaucoup, Eva. Martha, tu veux poser ta question? Parce que Martha avait une question pour Virginie, et je suis un peu coincée dans mes... Pour Aude et Virginie. Vas-y, Martha. Oui, merci pour votre présentation. Voilà, qui c'est un retour des terrains, et aussi merci pour avoir fait l'exercice d'une présentation dans un cadre quand même qui reste académique. Alors, m'avait un peu interpellé les mots non publics que vous avez utilisés dans votre présentation, et je m'interrogeais si à un certain moment, quand on crée des dispositifs, même s'il y a de la capacitation, est-ce qu'on ne risque pas de je sais pas, forcer, imposer la participation à quelqu'un qui a choisi de non participer, en effet. Et c'est pas toujours qu'ils sont pas éduqués, mais qui sont pas intéressés. Et si vous avez eu des retours de ce type-là, voilà. Lucas, est-ce qu'il est possible de repartager l'écran juste pour s'appuyer sur une des slides qu'on a montré tout à l'heure? Oui. Super, merci. Alors, pour répondre à la question de Martha, là en bas à gauche de l'écran, ça c'est un travail qui a été fait par un porteur de parole sur le marché Saint-Paul, donc dans le quartier du Sanitas de la ville de Tours, qui est un quartier politique de la ville. L'idée, en fait, ça a été d'aller, enfin, quand on dit d'aller chercher les publics, en fait, d'être là où ils sont. Évidemment, il ne s'agit pas du tout de leur mettre un couteau sous la gorge, mais vraiment d'être présent là où ils sont. Et donc là, et avec les supports aussi les moins empêchants et les plus faciles. Donc voilà, on a par exemple le cas de ce porteur de parole donc, qui a travaillé avec du papier sur un marché simplement, évidemment sans insister, c'est-à-dire juste une présentation du projet, les gens prennent pas, bien sûr. Et puis en haut à gauche, vous avez une mind map qu'on a fait dans des EHPAD, là encore d'aller chercher les publics seniors, peut-être empêchés, enfin d'ailleurs peut-être certainement empêchés par l'outil numérique, et d'aller donner l'opportunité. Et je vais reprendre un petit peu ce que disait l'intervenante Svenja hier matin, cette question de la légitimation de la parole. Les retours qu'on a eus de la part des contributeurs sont au contraire plutôt positifs sur cette question, c'est-à-dire d'autoriser cette parole et de dire, mais en tant qu'habitant, en tant que citoyen, qu'est-ce qui fait identité pour vous? Voilà, sachant que les habitants ou les interlocuteurs qui n'ont vraiment pas envie de contribuer, enfin, à aucun moment ils ne sont forcés ou contraints à le faire. C'est plus au terme d'opportunité. Je dirais qu'un peu à l'image d'un musée qui se contenterait de présenter une expo permanente et bien qui veut, alors qu'aujourd'hui on est plutôt dans une démarche de construction d'actions culturelles qui vont toucher tous les publics. Là, on est aussi dans cet enrichissement du projet de départ, d'une plateforme qui aurait pu rester d'accès certes simple, mais numérique uniquement et sans explicitation à qui veut. Et on a fait le choix
multiplier les actions auprès et avec des publics différents pour donner aux uns et aux autres l'opportunité de participer, sans quoi beaucoup seraient sans doute passés à côté. Pour autant, bien évidemment, ce n'est pas une mesure coercitive du tout. Et je rajouterai un dernier petit point. Un des outils de médiation qui a extrêmement bien fonctionné à Tours, c'est l'intervention des jeunes, du conseil municipal des jeunes, qui se sont, qu'on a sollicité, à qui on a simplement présenté le projet, qu'on mordu à l'hameçon très vite, parce qu'il était question justement du patrimoine et de la culture qui allait leur être transmise, et qu'eux-mêmes, étaient déjà et allaient devenir acteurs de la préservation de ce patrimoine, ou de l'identification de ce patrimoine, et vis-à-vis des publics, quand eux-mêmes se sont fait médiateurs autour du projet, ça a déclenché aussi, je pense, chez certains publics, en fait, les générations à qui on est censé transmettre ce patrimoine, et c'est toute la question du projet, elle était incarnée, en fait, cette génération-là, par ces jeunes du conseil municipal des jeunes. Donc, je pense que ça a pas mal joué sur la contribution. En tout cas, au moment des Journées européennes du patrimoine, ils ont été d'une efficacité pour faire contribuer les publics, qui a été assez impressionnante. Et donc, voilà, c'était cette forme d'incarnation, mais donner l'opportunité. J'aurais une question, moi personnellement, je peux en poser une, mais qui concernerait, alors elle m'est venue à l'écoute de Dominique Petit, mais je pense qu'elle peut être également posée et déclinée par Pascal Simoin. C'est la question, donc au départ sur les collectionneurs, de la différence entre le collecteur et le collectionneur. C'est-à-dire la différence entre celui qui a profession d'eux. La grande collecte, c'est une collecte faite par des collecteurs qui sont archivistes auprès du public. Et puis le collectionneur, c'est celui qui aime et qui rassemble une collection parce qu'il aime, on va dire schématiquement. Et comment est-ce que dans la réflexion de Dominique, il y a cette articulation entre justement le professionnel du patrimoine ou de la science historique, par exemple, et celui qui a toujours le procès, à qui on fait toujours le procès de l'amateur, c'est-à-dire celui qui aime, qui est passionné, mais aussi qui n'est pas le professionnel. Alors oui, du côté du professionnel d'une institution muséale ou patrimoniale, c'est la dimension cognitive en fait qui va prévaloir. Alors que pour les collectionneurs, il y a des motivations qui sont souvent tout autres, qui sont affectives, qui sont très fortement liées à l'identité. Et ça, c'est une distinction majeure qui peut apparaître à partir du 19e siècle où justement les musées se structurent plus. Justement, la dimension cognitive, elle est dévolue au musée et le collectionneur a le champ libre. Il n'est plus tenu d'être un relais dans la collecte patrimoniale comme c'était le cas avant à l'époque classique. Donc ça, c'est un élément que Christophe Pomian a mis en valeur et qui me semble tout à fait essentiel. Et c'est pour ça que l'expression de l'identité individuelle au travers de la démarche de collection au 19e siècle, mais aujourd'hui aussi, je pense, autour de l'intervention sur les réseaux sociaux, dans ces plateformes collaboratives, cette affirmation de l'identité personnelle, elle me semble tout à fait importante. Merci beaucoup, Dominique. Alors, je voudrais du coup construire un pont à trous avec Pascal. Parce que j'ai vraiment été intéressée par la réflexion sur justement le malentendu entre les règles patrimoniales, j'ai pris des notes, les règles du patrimoine et puis les critères du public. Est-ce on retrouve aussi cette tension entre les deux, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes critères? Alors, ce qui est vraiment intéressant en fait dans cet exemple-là, c'est tout d'abord c'est que l'influenceur n'est pas tout à fait un profane dans le patrimoine. C'est-à-dire c'est à la base un autodidacte, il est juriste de formation, et puis sa passion a toujours été le patrimoine, et ensuite il fait un postmaster en patrimoine. Donc il devient une forme d'expert. Donc il sait très bien de quoi on parle. Et c'est là où quelque part, en sachant très bien ce dont il parle, il arrive à manipuler de manière très structurée. C'est-à-dire qu'on n'est jamais dans du fake news, on est dans de la vérité transformée telle que lui
la voie, ce qui n'est pas évident. Alors, il y a pas, comme je l'ai dit dans la présentation, il y a pas mal de personnes qui faisaient partie de groupements citoyens, d'associations, ce qu'on appelle chez nous les ASBL à caractère patrimonial, hein, qui sont présents dans le tissu local depuis des décennies, qui connaissent très bien, même s'ils sont autodidactes, l'ensemble des règles. Et en fait, on a vu ces ASBL au début où la polémique a enflé au niveau des médias sociaux. On a vu en fait ces associations se mettre totalement en retrait parce qu'en fait elles ne pouvaient qu'aller à l'encontre de l'influenceur avec son groupe citoyen qui avait fait un choix, c'est-à-dire on veut garder l'image du pont mais pas nécessairement le même pont. Donc à partir de là, ils se sont sentis vraiment coincés et on voit en fait dans tous les écrits sur toute cette période qu'à un certain moment, dans leur instinct de survie, je pense, ils se sont dit on doit prendre position et donc on va faire en sorte d'accompagner en fait le collectif citoyen qui lui pour le coup, je veux dire, était regroupé de plein de personnes et sur la fin, vraiment sur la fin, où ça devient le plus surréaliste en fin de compte dans certaines expressions, on a même des vrais spécialistes du patrimoine en fait qui vont prendre une position pour dire il faut garder le pont tel qu'il est, en tout cas visuellement, sachant très bien qu'on ne pouvait pas le faire. Et donc c'est là où en fait il y a une forme de populisme dans le système, puisque en fin de compte, je veux dire, même des personnes de plein de bonne volonté ont quand même accepté de travailler dans cette approche qui est purement une question visuelle, mais qui est très affective. Et donc, on ne peut pas laisser ça de côté. Ça, c'est clair. Est-ce que Sarah Labelle, qui nous a rejoint, a d'autres questions à poser ou à prolonger? Non, c'est bon. Sinon, j'en ai plus loin. J'ai l'impression de monopoliser le si vous voulez vous poser des questions les uns aux autres. Alors moi, du coup, j'ai étendu une perche sur une chose qui me passionne, qui est donc, alors, vous parlez de populisme. On a beaucoup parlé de citoyens. Donc hier, il y a eu beaucoup de débats sur le terme citoyen. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont les citoyens, etc. Qu'est-ce qu'on on entend par là? Et là, on a empowerment. Et je me posais la question, alors justement, quand l'empowerment, est-ce que c'est la prise de pouvoir de la décision par la population? Mais alors, à ce moment-là, pourquoi parler de populisme? Jusqu'où on est dans l'empowerment et quand commence le populisme? Et là, je pense que tout le monde peut répondre, même si on a des tensions beaucoup plus fortes, je pense, en patrimoine bâti qu'en patrimoine immatériel. Parce qu'on n'a pas encore les mêmes clichés, je pense, sur le patrimoine immatériel, encore que, je ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire les unes et les autres, et les uns et les autres, sur empowerment versus populisme? Pascal, vous avez votre micro, Pascal. Activé. Voilà. Simplement sur la situation de tournée. Je pense que si on prend du recul, on peut dire qu'il y a une forme de populisme. Mais qui en est responsable? Et en l'occurrence ici, pour moi, ce sont les acteurs institutionnels qui ont permis en fait l'émergence de ce populisme où, comme je le dis, sur la fin, c'est devenu totalement irrationnel. C'est-à-dire qu'il y a un discours excessivement cohérent jusque la dernière étape où il relance en fait décidément, c'est la deuxième fois que une pétition. Et il y a évidemment la manipulation avec l'utilisation des médias internationaux ou autres. Mais si on est arrivé à cette situation-là, c'est parce qu'en fait, on n'a pas eu une prise de conscience par les institutions à la fois municipales et régionales qu'il fallait en fait accompagner. Je pense que les gens ont été dupés dans leur crédulité. Il n'y a pas eu de volonté même de l'influenceur de faire du populisme pour du populisme. C'est simplement que les mécanismes qui se sont enchaînés ont amené à un certain moment à une forme de totalement incrédulité et d'où ce que j'expliquais qu'à un certain moment, il y a eu des architectes, par exemple, qui ont dit « mais
élevons le débat, discutons sur c'est quoi ce pont, à quoi doit-il servir pour la population, c'était un lieu de passage, ça ne l'est plus, et ça ne le sera toujours pas avec le nouveau projet, et que parallèlement à ça, on a des gens, Pierre, Paul ou Jacques, qui ont décidé de créer des nouvelles pages en disant il faut démolir le pont. Et donc, quand on arrive dans cette situation-là, c'est qu'il y a eu un dysfonctionnement quelque part. Or, celui qui a influencé était très cohérent. Ce sont les institutions qui se sont dit on va travailler sur la participation, mais chacun dans notre secteur. Or, les réseaux sociaux n'ont pas de secteur, enfin, ils n'ont pas ils sont omniscients en quelque sorte. Et là, il y a un vrai manque de discernement des pouvoirs publics qui auraient probablement pu accompagner. Alors, peut-être qu'on aurait eu un pont tel qu'il est dessiné aujourd'hui, mais ça aurait été un choix, je dirais, partagé, et pas nécessairement ici un choix qui a en fait créé des cassures où une partie de la population n'était pas pour cette solution-là. D'autres réactions sur ce thème? On a effectivement utilisé le mot empowerment, peut-être plus, non pas au sens d'une prise de pouvoir littérale, mais vraiment comme l'avait dit Aude, de la capacitation et de la légitimation d'un public qui prend peu la parole, parce que ce n'est pas forcément une tradition française non plus. Et le fait d'être dans un projet européen nous a permis aussi de comparer ces capacités dans chaque pays en fonction du creuset un peu culturel des citoyens à s'emparer de cette parole. Et donc voilà, il s'agit surtout de donner l'occasion au public de s'exprimer dans le cadre d'un débat démocratique sur le patrimoine dans ce cas-là, mais plus largement aussi sur la ville en général, puisque la ville de Tours, Aude en parlerait peut-être mieux que moi, mais a inscrit ce projet dans un panel d'outils plus large qui sont en cours de construction sur la participation citoyenne, donc pas uniquement sur le sujet du patrimoine, mais sur tout un tas d'autres sujets. L'idée aussi derrière, c'était quelque part d'avoir l'expertise d'usage des contributeurs, de reparler du patrimoine à hauteur d'hommes ou de femmes, du patrimoine du quotidien, et avec l'espoir quelque part de faire émerger ce qui fait une identité tourangelle au-delà du patrimoine classique ou connu, dans certaines expressions. Et un exemple qu'on prend par exemple, c'est les noms de rues ou de lieux qui à Tours ont tendance à avoir un nom officiel et un nom officieux, ou nom officieux qui n'est connu que des Tourangeaux entre guillemets, et voilà, de revenir à ce quotidien, à ce qui fait collectif en fait, au-delà d'une capacité d'influencer la décision publique, comme dans le cas du Pointrou. C'est voilà, il y avait peut-être tout simplement cette démarche de revenir à hauteur d'homme aussi. Et peut-être pour clore, une dernière question aussi qui était de celle que j'ai notée. On a parlé de pro-am, de professionnels amateurs dans plusieurs interventions. Il y a également une dimension qui a peut-être certainement chez Flichy, mais qui vient aussi de Demos, du think tank qui en 2006 avait écrit un rapport sur les professionnels amateurs, qui est aussi l'acquisition de compétences mutuelles au sein de ces communautés amateurs. Et je réagissais sur Aude et Virginie sur ce problème de l'erreur faite par une personne sur le type de classement d'un élément patrimonial. Dans un forum ou dans un système complètement collaboratif, les internautes se seraient corrigés les uns les autres. Voilà. Est-ce que les dispositifs centralisés, c'est-à-dire où on a une règle du jeu, un outil qui épouse la règle du jeu autour d'un acteur patrimonial, n'a pas tendance à poser justement ce type de problème, c'est-à-dire qu'une erreur, on doit se poser la question de la corriger ou pas, alors qu'elle se serait peut-être naturellement corrigée par apprentissage mutuel, je dirais.
ça, c'est là où on revient à toute la difficulté. C'est une question qui a été beaucoup débattue, justement, entre les différents partenaires. Et c'est là où on revient à toute la difficulté d'être à cette double échelle. On a évidemment travaillé sur la base d'un consensus. Pour rendre la comparaison possible, il fallait que nous ayons tous le même outil. Et comme Virginie l'a dit au début, c'est un outil qui a été à l'origine conçu par le leader du projet, donc le consortium Ville-Université de Parme. Voilà, donc à partir du moment où l'outil était tel qu'il était, et où le consensus, en tout cas la majorité des partenaires considéraient qu'il fallait rester dans ce dispositif-là, l'outil il est tel qu'il est. Est-ce que la ville de Tours seule aurait fait autrement? Ça, on ne peut pas s'avancer là-dessus. Sachant qu'il y a un des points aussi qui avait été quand même évoqué par les partenaires au cours de ce débat, justement, c'est le risque que si on ouvrait au débat, si on ouvrait à la discussion, en fait, on retrouverait les travers voilà, des réseaux, donc avec des risques de conflit, mais aussi qu'on risquerait en fait de ne faire de cet espace qu'un espace de spécialistes ou d'érudits. Et donc, qu'au bout d'un moment, en fait, les non-spécialistes se sentent découragés, exclus du débat parce que corrigés dès qu'ils disent la moindre chose, ou critiqués parce qu'ils ne sont pas allés assez loin, ou qu'ils n'ont pas été assez subtils, etc. Et donc, qu'on repasse du côté expérience d'usage, sensorielle, identitaire, attachement, à une vision scientifique, voilà. Nous arrivons à la fin de notre temps de parole. Avez-vous quelque chose, si quelqu'un a quelque chose à ajouter ou une dernière question? Alors, dans ce cas, si Martha et Lucas m'y autorisent, je vais clore cette session. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions. C'était vraiment très enrichissant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve sur l'autre lien à 16h. Merci à tout le monde. Merci. Merci, au revoir.